Bonjour à tous, vous êtes de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas mon micro devant moi. Ça va être l'occasion de parler un peu très brièvement avant qu'on rentre dans le CQFR du son. C'est vrai que c'est une des critiques justifiées évidemment que vous avez été nombreux à émettre. Ceux qui ont écouté le podcast hier se sont rendus compte que mon micro a lâché complètement au milieu, non, enfin plutôt à la fin du podcast. Donc là, effectivement, il ne marche plus. Donc je suis désolé, la qualité de mon son ne sera pas très bonne, parce que c'est le micro de mon ordinateur. On avait eu des problèmes aussi sur celle de Shai, avec le micro de Shai. Donc là, on a priori trouvé un arrangement pour que Shai et moi, on soit dans au même volume sonore, au même niveau sonore. Donc tenez-nous informés en commentaire si Shai et moi, on est au même volume sonore, c'est qu'on aurait au moins réglé le problème du côté de Shai. Moi, il faudra, a priori, moi, la qualité de son quand j'avais mon micro était plutôt bonne, donc il faut juste que je trouve un moyen de le faire remarcher ou d'en prendre un autre. Et a priori, on devrait donc pouvoir enfin voir le bout du tunnel sur ces histoires de son. Mais pour aujourd'hui, je suis désolé, c'est mon ordi qui enregistre. Donc, si vous entendez comme un espèce de bruit de bulldozer derrière, ça doit être le ventilateur de l'ordinateur. Mais on va quand même essayer de faire ce CQFR, Shai. On va parler des matchs. Ouais. Voilà pour la petite parenthèse son. J'en profite aussi pour vous encourager à écouter le podcast d'hier sur les Français. Voilà, pour les fans français de basket, ça peut être intéressant. On a fait vraiment le tour d'horizon de tous les Français. Mais là, cette nuit, on va commencer. Allez, par quel match tu veux commencer? Je te laisse, comme souvent, je te laisse l'honneur. Qu'est-ce qui a été marquant dans la nuit? On va dire que je retiens que les Suns, sous leur version Big Three pendant un quart d'heure, on n'a rien appris. Hein. C'est très très fort offensivement. KD, Booker sont déjà. Donc là, ça rejouait contre Portland à nouveau. Portland qui n'a pas fait jouer DeAndre Ayton notamment, ni Malcolm Brogdon et Jeremy Grant. Donc c'est toujours. C'est des oppositions qui valent ce qu'elles valent. Hein. On a rarement deux équipes qui se présentent sous leur meilleur visage en pré-saison. Mais il en reste qu'on peut quand même tirer des petites remarques. Et donc les Suns qui se sont imposés, avec surtout Kevin Durant et Devin Booker qui ont été d'une facilité dans le premier quart-temps. Bon, on les connaît, hein, mais offensivement c'était ultra efficace. Ils avaient aucune difficulté à attaquer sur une équipe qui est, oui, bon, pas attendue dans le haut du classement, mais c'était fluide. On voit que les matchs de la saison dernière ont servi quand même. Finalement, le fait qu'ils aient pu avoir cette expérience à deux a fonctionné. Bradley Beal, pas très adroit, mais il cherche aussi un peu les automatismes avec les autres. Ça n'a pas posé de problème. Ouais, donc voilà, franchement, le premier carton, jusque même quasiment la première mi-temps, les deux. KD 19 points, 6 sur 10, 4 passes. Booker 19 points, 6 sur 11, 4 passes. Il fait un 4 sur 4. Il enchaîne 4 paniers à 3 points aussi à un moment. Enfin, c'était aussi fort offensivement qu'on pouvait l'espérer. Donc moi, en fait, il y a eu tellement d'équipes qui n'ont pas joué, qui avaient mis beaucoup de monde au repos cette nuit. À commencer par les Spurs, il n'y avait pas Wembanyama. D'autres équipes, les Sixers, Ouais, toujours pas Embiid et bon, James Harden, on peut tirer un trait dessus peut-être, mais enfin que quand on voit les stars en action ensemble, tout de suite les Suns sautent un peu aux yeux, quoi. oui, je trouve que c'est très malin la gestion de Frank Vogel parce il fait pas jouer ses titulaires longtemps évidemment sur cette pré-saison. Par contre, il les fait toujours jouer ensemble pour leur donner. C'est-à-dire qu'ils ont 15 minutes, mais ils ont 15 minutes vraiment ensemble. C'est pas 5 minutes de Booker qui se retrouve avec le banc, puis 5 minutes de Kevin Durant. C'est vraiment à chaque fois, ça joue ensemble. Et alors, j'ai pas la stat, mais le plus-minus de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal sur cette pré-saison doit être absolument indécent. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'en attaque c'est fort, c'est qu'en fait ils écrasent leurs adversaires à chaque fois qu'ils sont ensemble sur le terrain. Après, tu as bien fait de le noter, l'adversité, bon, c'est mineur, hein. Mais ça peut laisser penser justement que s'il n'y a pas trop de blessures, si ces trois-là peuvent jouer ensemble en saison régulière, ça risque de cartonner en fait plein d'équipes faibles. Il y a vraiment moyen que les Suns, en restant en bonne santé, fassent un très très gros début de saison, genre je sais pas, un 48 ou un 47, 40 victoires au bout de. Ouais, 40, allez, 42 victoires sur les 50 premiers matchs, tu vois, quelque chose comme ça, ou 40 victoires sur les 50 premiers matchs. C'est possible s'il n'y a pas de blessure, avant que, bien sûr, en fin de saison, il y aura du repos. Je pense que Kevin Durant aura aussi des moments de repos pendant la saison. Mais il y a vraiment moyen que les Suns aillent chercher très très haut dans le classement à l'Ouest. Je ne dis pas que ça veut dire que ça nécessairement être champion, parce que ma- massacrer des petites équipes en se reposant juste sur le talent de trois joueurs, ça se répercute pas toujours une fois arrivé en playoff quand tu joues vraiment les meilleurs des meilleurs. Je parle même pas du premier tour, ni même du deuxième, mais vraiment si tu arrives en finale de conférence, etc.
mais il y a déjà des automatismes qui se créent et un trio voilà, qui roule sur tout le monde, en fait, à chaque fois qu'ils jouent ensemble. Kevin Durant, alors là, Bradley Beal, il a raté quelques tirs, mais les trois, il doit être à plus de 50% sur la pré-saison, hein. C'est assez indécent niveau réussite et la complicité se développe bien, je trouve, du coup, du côté de Phoenix. Ouais, bah ça accélère la pré-saison aussi, hein, mais les Oui, questions, de toute façon, les questions sont pas tellement sur E3, encore moins sur KD et Booker. De toute façon, on sait que ça a fonctionné l'année dernière, hein. Ils ont été un peu courts, peut-être, pour faire mieux que ça, mais c'était déjà impressionnant en playoff sur ce qu'on a vu. C'est plus donc comment Bill s'insère là-dedans, et là pour l'instant il se cherche un petit peu, hein, mais ça va venir. Et c'est plus autour, hein, c'est plus à l'intérieur, Nurkic, la profondeur. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais comment tout ça se goupille. Mais bon, pour l'instant, il y a pas de. C'est plutôt ce qu'on voit des Suns, c'est plutôt très rassurant, sans vraie surprise, quoi. Ouais, c'est Josh Okogie notamment qui a pas mal. Enfin, je pense que le 5 ça sera Okogie et Nurkic seront aux côtés des trois. Et ça me semble être un 5 qui va avoir un très gros différentiel positif parce que voilà, on verra dans les chocs. Ce sera intéressant de suivre les chocs, justement. Les chocs contre les Nuggets, contre éventuellement les Lakers, les Warriors, les Bucks, les Celtics, etc. pendant la saison régulière. Mais je vois bien cette équipe rouler contre des équipes plus faibles, euh, je sais pas, 2 soirs sur 3, quoi. Probable, ouais. On verra ce que ça donne. On peut enchaîner avec une autre équipe, enfin, surtout, j'ai un joueur en particulier. On va peut-être parler un peu de Ben Simmons. Ouais. Tu as commencé à parler des Sixers. Alors, les Sixers jouaient évidemment, oui, comme tu as dit, sans Embiid, sans Harden. Je ne suis même pas sûr qu'on les voit sur la pré-saison. C'est C'est très spécial parce qu'il faut une préparation sans Embiid. ouais. C'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue tellement différemment avec ou sans sa star. Bref, Philly qui a battu Brooklyn 127-119. Défaite des Nets, mais Ben Simmons, encore une fois, qui s'est montré en fait. Fini avec 8 points, 6 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 8 ballons perdus quand même. Je suis obligé de signaler le nombre de ballons perdus. Mais il y a eu un Ben Simmons qui a l'air d'être de plus en plus en confiance. Et un Ben Simmons qui a joué meneur. Ouais, Donc c'est qui joue bon, meneur de fait. Ouais. voilà, qui est encore Enfin, un meneur. il est 4, en fait, il est poste 4 dans le 5. Oui, 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 non, mais Mais c'est lui qui mène. Ouais. voilà, Ouais. c'est lui qui mène le jeu, c'est lui le pourvoyeur, le chef d'orchestre un peu, c'est ce qu'on attendait de voir aussi, parce que Jacques Vaughn et Simmons lui-même en avaient parlé. Dans ce qu'il montre, dans l'impression visuelle, il est bien. C'est ce qu'on a envie de voir, c'est un Ben Simmons qui est playmaker, qui défend. Alors là, il fait des erreurs parce que faut se rappeler qu'il a très très peu joué ces derniers mois, voire ces dernières années quasi, hein. Enfin, là, avec Brooklyn, on l'a quasiment pas vu et on n'a pas vu sa version en bonne santé. Si on part du principe que c'est parce qu'il n'était pas en bonne santé qu'il jouait pas et qu'il n'arrivait pas à se faire violence, voilà. Là, il est en bonne santé. Alors les pertes de balles, ok, tant que c'est pas en saison régulière, s'il fait des matchs à 8 pertes de balles, c'est problématique. Là, bon, tout l'effectif n'était pas non plus. Il n'y avait pas Michael Bridges par exemple. Ouais, ni Euh, Cameron Johnson qui a voilà. toujours pas joué de Encore une la fois, saison. c'est de la répétition, mais les intentions sont là. C'est une préparation que moi je considère studieuse pour lui. Et ils ont dit avec Jacques Vaughn qu'ils avaient mis du temps à s'apprivoiser, mais que maintenant ça allait, qu'ils se faisaient confiance. Et voilà, ce genre de match-là sert aussi à ça. Moi, pour revenir sur Philadelphie, alors j'avoue que je me suis pas renseigné, je l'aurais peut-être dû, mais je sais pas pourquoi Joel Embiid n'a toujours pas joué la moindre minute de pré-saison en fait. Il est peut-être. Je regarde en même temps, il est pas. Il y a écrit DNP, not with team. Ouais, je sais pas. Alors, j'ai peut-être manqué une info, mais il a pas fait la Coupe du Monde avec la France, rassure-moi. C'est peut-être pas. Non. Bon, c'est pas ça. Alors, ça doit être autre chose. A priori, c'est pas A ça. priori, c'est pas ça. Pour Harden, on sait très bien, mais je pensais voir Embiid moins un peu. Donc, alors peut-être que c'est pour préparer une saison où il y a plus de load management, où il sera pas mis au repos. Je sais pas. Peut-être qu'ils veulent qu'il garde de l'énergie et le lancer que directement en saison régulière. Mais sinon, parce que là, pour l'instant, Philadelphie, ils opèrent sans Embiid. Là, bon, on a vu Kelly Oubre, on a vu D'Anthony Melton très bien. Très bien, il va avoir un rôle important, surtout si Harden ne joue pas du tout. Je pense que le backcourt titulaire, ça va finir en Tyrese Maxey en 2 et Melton en 1. Mais Harden, il va jouer, non? Tu penses qu'Harden, il va pas jouer? Je sais pas. Avec Philadelphie, je comprends pas en fait. C'est trop bizarre ce qui se passe. Parce que il a l'air, il s'entend avec tout le monde dans l'équipe, même avec le coach, tout le monde dit ça se passe bien et tout.
Et d'un côté, il continue de dire c'est irréparable. Maurice dit toujours on travaille sur un trade, mais c'est. Donc ils vont lancer dans la saison au premier match sur Harden et Embiid qui ont 0 minute dans les jambes. Alors c'est des joueurs, c'est des Hall of Famer, mais je suis un peu surpris. Enfin, il reste quelques matchs. J'espère au moins qu'on va le voir un match ou deux, qu'on va les voir un match ou deux. Sinon c'est un peu curieux. Ouais, surtout, enfin, bon, après, ils ont toute la saison, entre guillemets, pour se préparer, mais Peut-être c'est très raté, spécial, quoi. j'ai peut-être raté une info. Hein. Peut-être qu'Embiid il a une douleur à la cheville ou quelque chose. J'ai pas suivi. J'avoue que j'ai C'est pas. pas ce qui est écrit sur le rapport de match, Hmm. c'est vrai que c'est ça qui est bizarre. Not with the team. Ouais bon, ok. Ouais, En il, vacances. il est peut-être éloigné de l'équipe pour une raison personnelle. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas l'info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Vous serez plus studieux et plus sérieux que nous sur ce point-là. Il va vraiment falloir qu'on fasse gaffe. Mais ouais, en tout cas, juste moi, pour revenir très brièvement Hmm. à Simmons, je trouve qu'il a vraiment l'air d'être en confiance et ça fait plaisir. Et j'ai hâte de voir du coup ce que ça peut donner pendant la saison régulière. Un Ben Simmons qui est engagé, qui n'a pas peur de tenter des choses. Il a encore tenté un turnaround fadeaway. Enfin, voilà, qui reprend même, je pense, reprend du plaisir. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse par l'entendre parler de plus en plus d'ailleurs, même peut-être un peu aux médias, alors pas non plus en mode ça reste Ben Simmons, hein, il n'est pas allé se livrer dans la presse, Hmm. euh, c'est pas ce qu'il aime le plus et il a le droit. Euh, mais voilà, qu'il y ait des moments où on sente qu'il prend du plaisir et que ça lui plaît de jouer avec cette équipe des Nets et c'est super pour les Nets parce que quelque part, il y a Spencer Dinwiddie, c'est pas vraiment un meneur donc ça marche en fait d'avoir il y aura plusieurs créateurs. Michael Bridges et Spencer Dinwiddie vont jouer des pick and roll, mais bon, alors Dinwiddie est capable de créer aussi un peu pour les autres, mais c'est pas non plus un meneur. Michael Bridges, il va surtout chercher à jouer pour lui, euh, même s'il fera aussi des passes. Hein. Du coup, un Ben Simmons, c'est un très bon complément, parce que voilà, capable de mener et en même temps d'aller défendre derrière. Cette équipe des Nets va être intéressante, on l'a déjà dit plusieurs fois. Moi, c'est une des équipes que j'ai vraiment hâte de suivre en fait cette saison. C'est une des équipes qui est aussi le plus difficile à situer dans des classements des prévisionnels de, Exactement. de début de saison. On sait pas trop où les mettre, quoi. Est-ce que c'est sûr du Ça dépendra play-in? aussi de Simmons, du coup. Bah ouais. Avec lui, tu peux te dire que. Parce que le reste de l'équipe est quand même sympa. Claxton, Finney-Smith, Cameron Johnson. Enfin, Nick, ouais. y a de quoi faire. Hein. Donc, bon, on verra. Même il y a un peu de vétérans aussi. Les Royce O'Neal et tout. Ça peut être une équipe suffisamment solide pour faire top 6 en fait. On sait pas. Et en même temps, tu te dis sur la qualité pure, sans superstar, est-ce qu'ils sont assurés d'être même dans le play-in? On sait. Enfin, voilà. Ils ont de la T'as chance raison, d'être ça va à être une l'Est. équipe à suivre. Peut-être dernière petite sur les matchs de la nuit, on peut peut-être parler un peu de Sidi Sissoko et des Spurs, de ce match, en tout cas ce match Rockets Spurs. Pas de Victor Wembanyama, pas de Devin Vassell pour les Spurs qui ont laissé leurs deux meilleurs joueurs, on va dire, au repos, même s'il y a quand même Keldon Johnson qui était sur le terrain. On a pu voir un peu Sidi Sissoko, le Français qui a joué 9 minutes. Il n'a pas marqué de points, par contre, il a mis deux gros blocs, Shai. Ouais, Enfin, deux blocs. ouais, Deux non, deux blocs. contre Ouais, un où. Alors, si je dis pas de bêtises, il perd le ballon quand même au début de l'action. Enfin, il est responsable du truc, mais il va chasser, Samuels en contre-attaque et il met un bon gros contre comme il faut. Et alors, c'était que 9 minutes, mais avec Sissoko, ils ont la garantie d'un mec qui va défendre, tu vois. Et ça, il continue de le montrer à chacune de ses sorties. Alors, on sait qu'il va aller en J-League, on en a parlé dans le podcast hier. Pop lui-même a dit qu'il allait devoir passer par la J-League. Mais c'est comme d'hab sur les faibles temps de jeu qu'il a. Si on se concentre quasiment que sur la défense, c'est très bon. Alors là, c'est un match un peu particulier où ils ont mené pas mal. Ils ont fait un quatrième quart-temps apocalyptique. Ils ont pris 36-13 contre les Rockets. Mais bon, ouais, j'aimerais aussi le voir un petit peu plus, peut-être sur les derniers matchs de pré-saison, une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Surtout les soirs où Mbanyama et Vassell sont au repos, où il y a un peu de turnover, de revue d'effectifs. En tout cas, ouais, sur les deux comptes, je vais essayer de mettre le deuxième contre dans la vidéo pendant que vous visionnerez ça, pour que vous voyez un peu le. Ouais, on l'a dit hier, hein, moi, je crois pas mal dans ce joueur-là, mais plus en projet d'ici 2 ans, tu vois, pour intégrer la rotation ouais. quand il faudra vraiment viser quelque chose et qu'il y a besoin de joueurs de ce profil-là. Donc, mais ça reste bien. Logiquement, a priori, c'est Ben qui nous disait ça, qui est là-bas, qui nous dit que Wembanyama et Vassell joueront par contre normalement le match de mercredi
le prochain match de préparation de pré-saison des Spurs. Ouais, ils ont juste eu un jour de repos, enfin, un match de repos, histoire de recharger un poil les batteries. Enfin, c'est que la pré-saison, de toute façon, en pré-saison, c'est commun que, voilà, d'un match sur l'autre, de faire tourner un petit peu. Mm. On peut souligner peut-être les performances des deux rookies des Rockets, Ouais. Cam Whitmore qui a mis un dunk Ouais. assez monstrueux. Invalidé, Il malheureusement, part il n'a de pas très très compté. loin. Oui, un panier non validé. Hein, mais je n'ai pas précisé, mais effectivement, le dunk n'est pas valide, mais il part de très loin. Il met un sacré dunk. Cam Whitmore et Amen Thompson qui ont mis 15 points. Amen Thompson qui s'est d'ailleurs embrouillé avec Jeremy Sohan dans le match aussi. Mais voilà, les deux rookies des Rockets qui ont marqué, qui ont été les éléments moteurs de la victoire de Houston. Alperen Sengun était passé complètement à côté de son match en termes d'efficacité. Il est fini à 1 sur 8. Il y a Jabari Smith qui a mis 9 points, 9 rebonds. Mais voilà, c'est surtout les deux rookies qui ont mis 15 points, avec Aaron Holiday qui a mis 12, Fred VanVleet 12. Whitmore, Voilà. Whitmore, c'est intéressant parce il est un peu identifié comme le style évident parce que, enfin, moi, dans la mock draft que j'avais faite, je l'avais mis quatrième, justement pour des actions comme Il était celle annoncé qu'on a très vue haut à là. un moment. Pour des actions comme celle qu'on a vue là à Villanova, athlétiquement, c'était un bazar. Enfin, il était vraiment impressionnant, très complet. Et on ne sait toujours pas si c'est la rumeur d'une blessure au genou ou les entretiens désastreux qu'il aurait passé en marge de la draft, où les mecs ils l'ont trouvé un peu bizarre dans les réponses qu'il a données, qui ont fait qu'il a glissé autant. Parce que sur ce qu'on voit depuis, même en Summer League, hein, il scorait fort. Il est, enfin, il est en avance sur d'autres rookies. Il a l'air même au niveau du corps, il a l'air plus prêt que d'autres. Enfin, donc c'est très bien. Si s'avère que c'est un bon joueur et qu'il fait partie du noyau du futur pour les Rockets, c'est génial de l'avoir récupéré aussi bas. Et Amen Thompson, toujours très bien aussi. Toujours bluffé par l'espèce de fluidité athlétique qu'il a. Là, c'était en sortie de banc, mais c'est quand même très très prometteur. Parce que pour les Rockets, toujours dans cette idée de déterminer quels jeunes vont accompagner le projet piloté par Udoka. Là, est-ce que qui tu gardes, enfin sur qui tu mises, c'est toujours c'est intéressant. Et Whitmore comme Thompson, je pense, vont faire partie du truc. Je valide. On va finir en s'écartant des matchs et en parlant un peu d'une interview qui a été donnée par Calvin Booth, le GM des Nuggets, auprès de The Ringer. Il y a un long papier de The Ringer sur les Nuggets. Et il y a deux déclats en fait qu'on a trouvé intéressantes et même presque marrantes. Alors la première, elle concerne Bruce Brown. C'est évidemment pas celle que j'ai sous les yeux. Je me souviens de ce qui se dit en substance. J'imagine que tu ne l'as pas non plus sous les yeux, sinon je vais aller la chercher. Non, peut-être t'embête pas, je vais aller la chercher en vitesse. Je sais où elle est Il chercher. faut préciser, pendant que tu cherches, juste repréciser le contexte, c'est que donc Bruce Brown qui a été un élément, si vous avez suivi les finales, élément déterminant lors des finales pour les Nuggets et qui est parti pour un contrat bien juteux comme on pouvait s'y attendre à Indiana. À Indiana, ouais. 40 millions sur 2 ans. Quelque chose 40 millions. En tout cas 20. les Nuggets étaient soit pas en capacité oui, ou pas, mais ils ne pouvaient pas lui offrir autant. ou pas, et, enfin en tout cas ils n'étaient pas prêts à faire des ajustements pour le conserver, et la décla est intéressante dans ce regard là justement. Je l'ai du coup sous les yeux. Alors, je vous donne le contrat exact de Bruce Brown. Il a pris 45 millions sur 2 ans. Et donc, il dit, bon, il y a des équipes qui essayaient de choper Bruce Brown, trying to make it worth. De faire monter les enchères, quoi. Faire monter les enchères. De nous pousser à raquer pour et il dit, mais en gros, méfiez-vous, parce que Peyton est plus grand, plus long, plus athlétique, il défend mieux et il passe mieux. Ouais. Donc ça, c'est une référence donc à Peyton Watson, Peyton Watson, le joueur des Nuggets, qu'on n'a pas vu pour l'instant, mais qui serait censé reprendre le rôle de Bruce Brown si on écoute le GM des Nuggets. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas il encense son joueur, tu vois, c'est pas une pique envers Bruce Brown, mais tu vois, il est quand même là en mode non, mais grosso modo, on a déjà un meilleur joueur, tu vois. Il y a une espèce de confiance, d'insolence affichée qui, moi, m'a fait un peu rire. Mais tu sais que l'année dernière, il y avait déjà ce son de cloche comme quoi Watson, il misait déjà beaucoup sur lui, il savait qu'il allait monter en puissance et d'ailleurs les passages qu'il a fait, bon, c'est difficile dans une équipe qui est très compétitive comme ça. C'est comme si on l'avait pas vu en fait, quoi. Voilà, mais déjà il y avait ce petit bruit qu'ils avaient énormément confiance en lui et qu'ils étaient prêts à le faire jouer plus cette année.
Et ça va dans le sens de. Alors, quand on discute un peu des prévisions, des classements, on n'est pas tous d'accord entre nous, hein, moi j'avoue que pour l'instant, j'ai une confiance assez aveugle en ce que font les Nuggets. C'est que si je dois arrêter mes pronos aujourd'hui, je les mets champions en back-to-back. L'argument que je comprends très bien, selon lequel ce sera difficile, c'est parce qu'ils sont un peu affaiblis au niveau du banc, sans recruter fort. Mais moi, je suis plus partisan du recrutement en interne que je trouve très bien, c'est-à-dire plus de temps de jeu pour Christian Brown qui a été très bon lors des playoffs et des finales, Julian Strother qui est excellent Excellent précédent. pendant la pré-saison et Peyton Watson. Et tu vois, je pensais même pas à lui sur la dernière fois où on a parlé des Nuggets, alors ils ont une confiance, ils ont une énorme confiance en lui. Donc ce qu'il dit est super intéressant et ça me conforte dans l'idée qu'ils sont confiants dans les gars qu'ils ont là et que tu vois, il y a des saisons où les Warriors aussi ils ont fait un peu de promotion interne. Les équipes championnes arrivent parfois à compenser des départs inévitables parce qu'ils n'allaient pas donner 45 millions à Bruce Brown, aussi important qu'il ait pu être. Il marche un peu sur un fil au niveau financier. C'est intéressant de voir cette confiance-là, je trouve. Allez, parce que tu vois, sur les Warriors, c'est intéressant parce que justement, les Warriors, ça n'a pas marché, en fait, la promotion interne. C'est que ça n'a pas marché, les mecs n'étaient pas prêts. Et il y avait une gros espoir placé, mais briller en saison régulière et ensuite briller en playoff. Alors, Christian Brown, moi, j'y crois. Je pense qu'il sera bon même en playoff. Et Strother et Watson, ils seront peut-être même bons en saison régulière. J'ai pas trop de doute là-dessus. Peut-être même bons par moment en playoff, mais bons au point d'être des game changers. Parce que Bruce Brown, c'était un game changer en playoff. Il n'était pas juste bon dans la rotation. Et là, on me dit, ouais, les Nuggets, c'est 3 mecs qui ont moins de 2 ans d'expérience et les 3 vont être des game changers en playoff. Je dis, c'est impossible. Après, je me trompe peut-être, on verra, mais qu'ils soient bons, c'est une chose. Mais c'est pas juste être bon, là. Là, si on regarde la rotation, il faut qu'ils soient au niveau où ils pèsent, pas sur 30 minutes, mais qui pèsent sur 15 minutes. Et est-ce que ces mecs-là seront capables de peser régulièrement sur 15 minutes en playoff? Ça, pour moi, c'est encore toute une autre problématique que juste être bon ou d'être capable de avoir un rôle par moment. Les Warriors, justement, ont espéré que Kuminga, Wiseman, j'ai oublié qui a été le troisième, Moses Moody, Ouais. arriveraient à avoir un impact. Et en fait, non, ils ont été bons par moment. Kuminga, on l'a vu par moment l'an dernier. Wiseman, il y a eu des moments, même Wiseman a eu ses moments aux Warriors, mais avoir un impact en playoff, c'était pas possible. C'était pas possible. Et la promotion en interne, justement, elle n'a pas trop marché à Golden State. Elle va marcher maintenant pour Kuminga, j'imagine. Mais c'est sa 3e année. Mais moi, je pensais plus, en fait, mais t'as raison, hein, mais je pensais plus à des joueurs qui, au fil des saisons, ont gagné du temps de jeu et de l'importance, type Kevin Looney, tu vois. Donc, je Ah, mais remontais. c'est pas au bout de combien Non, non. d'années? Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Mais j'ai envie de croire que qu'aux Nuggets, ça va marcher. Mais t'as raison, c'est pas du tout garanti. Et il faut des vétérans aussi, il faut des joueurs plus expérimentés qui sont capables qui vont là devoir être aussi capables de monter en importance. Mais tu vois, c'est bête, mais même quand je parle de progression interne, je pense même à Michael Porter Jr. qui a déjà été très bien. Oui. C'est exactement ce qu'il fallait. Mais ça ferait pas de mal s'il passait encore un cap, qu'on se dise ah ouais, il est vraiment chaud, il est monté en pression, que Jamal Murray passe lui aussi un cap en saison régulière, parce qu'en playoff il était énorme, où on se dise bon bah oui, là, c'est un All-Star, c'est inévitable. C'est toutes ces petites, c'est ça plutôt que j'entends finalement mais les trois les trois qu'on a cités du banc, oui, ils vont avoir un rôle plus important que l'année dernière. Cette année, il faut qu'ils soient alors pas décisifs, mais qu'ils apportent quelque chose. Non, mais tu as raison. Mais après, je taquine un peu et je me permets de faire la nuance, en fait, pour qu'il y Ah, ait, t'as pour qu'il y raison. ait cette nuance. Et j'ai regardé, du coup, pour Looney, c'est sur la 4e saison où il commence Ouais. vraiment à avoir un impact. Mais tu as tout à fait raison. Et tu as raison de le souligner pour Jamal Murray. C'est un joueur qui peut encore progresser. Même Aaron Gordon, au final, tu vois, c'est quand même une Ouais. équipe jeune, les Nuggets. Et c'est des champions jeunes. Michael Porter Jr., clairement. Et ça me fait la transition. Mais tu as raison. Notamment, c'est vrai, la progression de Michael Porter Jr., c'est quand même un mec qui a du potentiel All-Star en lui, quelque part. Donc, il y a clairement la place pour que ces mecs-là passent un cap. Et Michael Porter Jr., ça me fait la transition sur l'autre déclat de Bouffe, où il parle de Bones Island. Donc, je trouvais qu'il mettait une petite pique indirecte à Bruce Brown, même si elle est très indirecte, en mode, ouais, il vaut peut-être pas autant que ce que vous avez payé. Là, il y en a une, c'est sur Bones Island.
mais quelque part, il pique aussi Michael Porter Jr. parce qu'il dit. Donc, il parle de Bone Island et pourquoi un de ses premiers. Quand Booth est arrivé à la tête des Nuggets, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de transférer Bone Island. Et il dit je savais qu'on ne pouvait pas avoir deux gars incapables de défendre et qu'on ne pouvait pas avoir deux gars qui étaient jeunes et en mode me-guys. Donc, en gros, je pense qu'à ma pomme, on peut le travailler. Il met l'effort, mais on ne pouvait pas avoir deux gars qui ne défendent pas et qui pensent qu'à leur gueule. Et après, donc là, tu dis de qui il parle, bon, même si on s'en doute. Et il dit Mike, donc Michael Porter Jr., prend 30 millions l'année, c'est un des meilleurs shooters. Donc, Bones Island, il n'y avait pas de place pour toi, quoi. Mais donc, en gros, en piquant Bones Island et en expliquant pourquoi il transfère Bones Island, il qualifie quand même Michael Porter Jr. de mec qui défend pas et qui pense qu'à sa gueule. Alors, peut-être qu'il va dire, ouais, mais c'était le passé, il a grandi, il a mûri, mais un petit peu quand même, quoi. Ouais, mais je. Bah, Je me demande comment Michael Porter Jr. va le prendre, en fait. bah, le fait est qu'il a progressé défensivement. Enfin, il partait vraiment Oui. de loin parce que c'était. Je veux dire, avec son gabarit et tout, c'était anormal qu'il soit autant. Que ce soit une présence aussi négative presque défensivement. Mais oui, il a une personnalité un peu particulière. Il a progressé aussi là-dessus en maturité. Ouais. Il a arrêté de faire les déclats. Moi, je me souviens encore en pleine campagne de playoff où il dit je comprends pas qu'on me file pas le ballon alors qu'il jouait dans une équipe où il y avait Murray, Jokic et tout. Pourquoi le coach me donne pas le ballon? Enfin, c'était très revendicatif alors qu'il n'avait pas le statut ni l'expérience. Je parle pas des déclarations extrasportives un peu malaisantes parfois. Je trouve qu'il a mûri, donc peut-être qu'il va se dire oh mais c'est bon. Maintenant, je suis champion. Et puis il se dit peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il accepte aussi qu'il a fait son autocritique et qu'il sait qu'à un moment. Et puis, dire, il va pas se. Il doit pas être dans le déni. C'est un joueur qui est d'abord un joueur offensif et qui est d'abord un joueur. Enfin, je veux dire, c'est pas un joueur qui fait des passes décisives, c'est pas un joueur qui crée pour les autres. C'est avant tout ça peut être un tueur au shoot, à la finition. Donc, et après pour la défense, par contre, peut-être qu'il va, si on lui pose la question, il dira peut-être non, mais vous avez regardé quand même les derniers playoffs, j'étais mieux quand même. Et je pense que Booth, il le sait aussi. Hein, il sait que le jeu, qu'il a, il a été en progrès là-dessus et peut-être que c'est sa méthode aussi. Peut-être que c'est un joueur qui a besoin d'être piqué pour un peu dans l'orgueil pour continuer de donner le meilleur de lui-même et tout ça. Donc mais oui, on va voir peut-être, on n'est pas à l'abri d'une déclaration surprise avant le début de la saison. Je pense que Michael Porter Jr., c'est une des vraies grosses clés des Nuggets, au-delà de la santé, bien entendu. Ça concerne toutes les équipes. C'est de savoir comment il va revenir maintenant qu'il est champion NBA. Est-ce que ça va le motiver à faire plus ou est-ce que, comme certains champions NBA, il va y avoir un relâchement? Déjà, Jokic, c'était clairement pas l'été le plus studio de sa carrière, à mon avis. Mais bon, après, c'est Jokic, hein, il va être monstrueux. Et ça fatigue sur le champ de course quand tu vas des tribunes jusqu'à l'écurie, jusqu'au guichet pour parier. C'est physique. Hein, il s'est préparé comme ça, je pense. Hein. C'est peut-être pour ça que je vois pas Jokic MVP, c'est qu'à mon avis, Jokic, il va commencer à se réveiller qu'à partir de janvier. Il va être fort hein, jusqu'en janvier. Hein. C'est Jokic, hein, il va être monstrueux, mais il va être vraiment dans son état de forme. Tu sais, un peu comme quand les champions, enfin, tu sais, les grands joueurs, j'allais dire les Shaq, alors la comparaison avec Shaq, elle est un peu facile parce qu'il y a toujours le truc du poids, mais c'est même pas pour ça. C'est que tu vois, il y a des mecs, à un moment, ils se disent, de toute façon, c'est qu'à partir de février qu'il faut que je sois au top et je fais une saison monstrueuse de février à juillet et puis on va gagner un titre, tu vois, de février à fin juin. Je pense que Jokic, c'est qu'à partir de février qu'il sera vraiment monstrueux, mais bon, il sera fort dès le début, donc de toute manière, même quand il n'est pas au top de sa forme, il va aller claquer 25-10-10, donc bon, C'est quelque ça. part. Le problème, et lui, tu sais, c'est presque, j'allais dire une malédiction, c'est pas ça, mais tu sais, il est bon, c'est pas le plus passionné quand il parle de la saison régulière et tout ça. Il fait le job et voilà, bref. Mais sa simple présence sur le terrain Ouais. le place dans la course au MVP, même Non, sans mais il est qu'il trop ait. facile. Voilà, c'est-à-dire qu'il sait, tu sais, c'est lui le créateur principal, donc tu sais qu'il y aura beaucoup de passes décisives, tu sais qu'il y aura des rebonds parce que de par son poste et sa taille, il est quand même obligé d'en capter quelques-uns. Tu sais qu'il va scorer parce que dès qu'il y aura besoin d'accélérer, Ouais. il va les mettre. Et même s'il joue à 60% sur la première partie de saison, bah, ça fait déjà Ouais. un candidat MVP, tu vois. Et je me demande si les gens, les votants vont pas se dire ah mince, l'année dernière on l'a pas mis MVP et derrière il a été champion. Alors c'est un trophée de saison régulière, hein, mais il avait déjà un argumentaire solide pour l'être pour être MVP en saison régulière. Je
Ouais, c'est pareil, je disais que là, à l'instant T, je miserais sur les Nuggets pour faire back-to-back. Je serais presque à dire que je miserais sur Jokic pour reprendre le titre de MVP, hein, donc, De toute façon, le MVP, on l'a vu, c'est faut que tu sois fort entre février, enfin, faut que tu sois fort toute la saison, mais hmm, grosso modo, si tu es fort sur les 3 à 4 derniers mois, c'est le moment où les gens ils se souviennent surtout de ça, les beaux ouais. temps. Donc bon, de toute manière, ça n'empêche pas particulièrement au final. Mais ouais, bon, les Nuggets, on a pas mal parlé des Nuggets. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment parlé un peu comme ça Ouais. des champions au titre. Ça reste quand même, c'est quand même l'équipe à abattre. C'est important de leur donner de l'attention et de pas toujours parler C'est une équipe à des abattre Lakers. et qui a de vraies chances. Enfin, c'est logique d'un côté que les champions ils aient des vraies chances de garder leur titre. Mais là, c'est les premiers champions depuis Milwaukee, peut-être, qui ont vraiment la plupart de leurs joueurs dans leur prime ou pas encore dans leur prime. Et donc, qui pour moi ont de vraies chances de répéter. Parce que quand c'est les Warriors, bah, tu sais que derrière, il y a le départ de Kevin Durant. Les Raptors, Kawhi, il s'en va. Enfin. Les Lakers, c'était bon. En plus de la spécificité de la bulle, bah, LeBron, qui est le joueur majeur avec Davis, bah, t'as un joueur, dans les deux joueurs majeurs, t'as un gars très très vieillissant, aussi grotesque soit-il, et Anthony Davis qui a une santé précaire. Donc là, les Nuggets, ils ont leur meilleur joueur qui est, bah, il est dans son prime là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ah bah ouais. Le niveau qu'il a, il est fantastique. Et les joueurs autour, ils sont même pas encore à leur prime. C'est-à-dire que Murray, il est sur une courbe ascendante. Michael Porter Jr. aussi. Aaron Gordon, il arrive dans le prime. C'est pour ça que on en reparlera dans le podcast des pronos ou sur Twitch si vous voulez ce soir. Mais je suis très très confiant pour les Nuggets. S'il n'y a pas de pépins comme pour toutes les équipes, hein, mais je trouve que leur dossier de candidature il est très très convaincant. Yes, on se fera de toute façon la late session prono. Ce ne sera pas celle d'aujourd'hui, ce sera celle de la semaine prochaine. Yes. Mais on évoquera évidemment tout ça, on donnera nos champions, etc. etc. Et bah écoute, Chai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on se retrouve ce soir, 23h sur Twitch. Je serai peut-être un poil en retard, moi, mais 23h et quelques sur Twitch, on sera là. Et demain, nouveau CQFR. En attendant, passez une bonne journée. Ciao à tous. Bonne journée.